Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idewani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Au Mali, des initiatives se créent en nombre pour promouvoir le consommé local. Parmi elles, la Semaine citoyenne pour la consommation des produits Made in Mali. La rencontre se tient du 16 au 20 octobre prochain. À marge à ce rendez-vous culturel, on fait un focus sur la consommation des produits locaux. La politique en cours incite-t-elle les Maliens à consommer local? On en parle avec deux invités. Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Georges Jody Akid-Bodé, expert en employabilité. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Je vais poser une question en tour de table à vous deux. Je commencerai par M. Sanogo. Est-ce qu'au Mali, nous consommons suffisamment ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons? Merci, madame. Je voudrais commencer par saluer votre structure, vos auditeurs et vous-même personnellement pour nous avoir invités sur ce plateau. La question que vous avez posée est la vraie problématique. C'est nous consommons ce que nous produisons. C'est la vraie. Et également, est-ce que nous produisons ce que nous consommons? Est-ce que nous produisons aussi ce que nous consommons? C'est ça la problématique, effectivement. Et l'objectif est de la résoudre. C'est vrai que notre pays est un pays de production, mais aussi notre pays est un pays de commerçants. Djoura, Djoula. Ça veut dire que autant nous produisons au plan local, autant nous cherchons ailleurs pour amener chez nous. Mais il faut quand même mettre l'accent sur l'objectif qui est de produire pour les besoins prioritaires chez nous suffisamment et de qualité. C'est ça l'objectif. La problématique réelle aujourd'hui, parce qu'il y a les deux. Nous produisons chez nous, nous mangeons aussi, nous consommons aussi ce que nous produisons chez nous. Mais nous faisons beaucoup recours à l'extérieur pour nos besoins, même de consommation. Voilà, donc je n'aime pas trop faire recours aux statistiques qui ne sont pas souvent fiables chez nous. Mais quand on constate, on peut quand même comprendre que nous amenons plus d'ailleurs actuellement et avant, nous amenons plus d'ailleurs que nous ne produisons et consommons chez nous. Mais l'objectif est de dépasser largement, de renverser cette tendance largement, et de produire plus chez nous et consommer ce que nous produisons. Merci beaucoup, M. Sanogo, pour vos mots d'introduction. Le temps de poser la même question à M. Georges Dodi Akibodé. Est-ce que nous consommons suffisamment ce que nous produisons et produisons également ce que nous consommons? Merci beaucoup. Et catégoriquement, non. Non. Ce n'est pas fait assez. D'abord, merci pour avoir donné l'opportunité de débattre de ce sujet important venant des studios Tamani. Bon, ça ne m'étonne pas parce que je connais un peu votre engagement sur les grands débats de société qui peuvent faire évoluer le pays et la sous-région. Donc, au Mali, rien qu'à voir d'abord notre balance commerciale. Rien qu'à voir un peu l'évolution de notre tradition, de notre culture alimentaire. Nous sommes passés du formidable Kenkeliba avec citron, riche en mots, avec moringa, très demandé pour ses qualités nutritives. Nous sommes allés directement vers le cappuccino, le café au lait et quel lait encore. Nous sommes passés du djouka, du fonio, formidable fonio, recommandé et vendu même au Canada dans les pharmacies pour ses qualités vraiment nutritives très appréciées. Nous sommes allés directement au riz avec huile et nous sommes passés
du pain naturel avec la farine de maïs à la base, le pain arabe fait à Tombouctou, nous sommes allés directement au shawarma, au pâté, au croissant. Vous voyez, donc aujourd'hui, celui qui reste attaché à cette tradition culinaire est dépassé. Donc nous ne produisons pas assez ce que nous consommons, rien qu'à voir un peu dans nos zones. Nous produisons quoi? Le café et le coton. On se bat, nous sommes les premiers producteurs de coton, le deuxième producteur de coton, mais en oubliant que chaque année, c'est des tonnes, des stocks, du reste des stocks des pays comme, bon, je ne vais pas citer des pays, qui enlèvent le reste, nos consommés de leur stock de riz qu'on nous envoie. Et je pense que rien qu'à poser cette question mérite déjà la volonté de lancer des études, de lancer vraiment des diagnostics sur l'économie et voir des stratégies à nous ramener vers la bonne alimentation et tout ce qui peut valoriser le paysan malien. Je reviens là-dessus, nous ne produisons pas assez ce que nous consommons et nous ne consommons pas assez nos produits. Alors, vous gardez la parole. Est-ce que ce n'est pas dû également à la transformation de nos produits? D'abord, c'est dû à une certaine marche forcée vers la mondialisation, la civilisation et avec un mépris de soi, un certain complexe. Parce que tout le monde veut faire comme l'autre à travers ce que nous voyons au niveau de nos petits écrans, la vie occidentale, la vie de l'autre. D'abord, c'est l'effet là. La marche forcée vers une certaine civilisation qui n'est pas la nôtre en réalité. Et le second point est que manque de volonté politique pendant une grande période. Parce que, à comparer les deux pays, rien qu'au Burkina, ils sont plus orientés vers la consommation locale, tout simplement parce qu'en 3 ans, il y a eu un leader charismatique qui a donné le top, qui est Thomas Sankara, qui a boosté la consommation locale. Le Mali a eu une certaine dynamique au temps de Modibo Keïta, mais ça n'a pas assez perduré. Mais quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui, il y a une réelle volonté de relancer la dynamique du consommé local, de valoriser la production locale. Donc, en termes de transformation, oui, la côté qualitative, il y a quelque chose qui manque. Mais pourquoi ça manque? Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement réel. Avant de parler de la qualité du produit, investissons dans les acteurs de ce produit. Les acteurs qui font la production méritent des formations, méritent des accompagnements, méritent la mise à disposition des techniques et technologiques agroalimentaires, méritent de mettre à leur disposition beaucoup de recherches. Mais il n'y a pas encore ce maillage entre tout ce qui est institut de recherche, les acteurs de la production et la mise à disposition de technologies agroalimentaires. Quand ce maillage se fera concrètement, la volonté est déjà là. Les jeunes sont motivés pour aller dans ça parce qu'ils savent que de l'auto-emploi, ils vont devenir de vrais entrepreneurs et informer les autres. Excusez-moi de vous couper, Georges. Qui peut s'occuper de ce renforcement de capacité dont vous parlez? Parce que je me dis, moi, jeune acteur, je veux me lancer dans ce secteur-là, promouvoir le consommeur malien, même si je crée une entreprise de transformation de produits locaux, et qui voit à dire que je dois avoir le background nécessaire pour me lancer. Oui, investir dans ces acteurs peut passer par 3 niveaux. D'abord, la volonté de l'État. Parce qu'en orientant certaines commandes institutionnelles vers ces acteurs réunis au sein de la FENATRA, qui est la Fédération nationale des transformateurs agroalimentaires, déjà, les commandes au niveau de certaines cantines scolaires, et au niveau de certains corps habillés, certains corps d'armée, au niveau des hôpitaux, au niveau de la prison, peuvent être vraiment privilégiés dans le secteur de la transformation agroalimentaire, la consommation locale. Ce sont ces acteurs qui peuvent répondre à cette commande institutionnelle. Et ça peut booster. Rien que la visibilité, la volonté de voir pendant les conseils des ministres, de voir nos produits locaux sur la table du conseil de la présidence, du gouvernement, et ça parle. Les gens vont se dire,
ce produit, c'est ça que les élites du pays consomment, c'est un produit de qualité. À ce niveau, rien que la volonté politique. Mais maintenant, après, les ONG qui interviennent au Mali, les partenaires techniques et financiers, ils suivent le programme d'action gouvernementale. C'est l'État qui donne le top. Si l'État dit, nos secteurs prioritaires, c'est ça, c'est dans ce secteur qu'on veut créer de la valeur, les partenaires techniques et financiers ne vont que suivre et investir dans ces secteurs. Envoyer ces jeunes faire des stages professionnels au Brésil. Le Brésil qui est un lion du secteur de la transformation agroalimentaire. Aller au Pakistan, aller en Turquie. Aujourd'hui, nous tous, nous consommons des conneries comme boissons énergisantes. Dans un pays qui produit le baobab, dans un pays où l'histoire même est construite sur le baobab. Le baobab, c'est la matière la plus recherchée pour produire les boissons énergisantes. Nous avons le gingembre, nous avons du baobab, nous avons du citron, nous avons les clous de girofle, nous avons le petit cola et nous buvons des conneries dans les canettes venues de la Turquie, de n'importe quoi que nous prenons des boissons énergisantes. C'est grave tout simplement parce qu'il n'y a pas une volonté et nos acteurs économiques doivent investir dans ce secteur. Moi, j'aimerais bien prendre une boisson locale appelée Soudjata, appelée Lyon, appelée Wara, mais qui est produite à base de nos produits ici et qui sera même la meilleure boisson demandée par tous. Cette réflexion de Georges m'amène à vous poser cette question, Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre du commerce et d'industrie. Comment se porte donc le consommé malien? Alors moi, je pense que nous pouvons dire que le consommé malien se porte bien. Il y a des observations faites par le collègue Georges qui peuvent être vraies. Mais parler de complexe, moi je ne le crois pas. C'est-à-dire qu'il y a une loi des marchés qui parle de rigidité des besoins ou d'élasticité des besoins. Nos populations, les besoins ne sont pas rigides, c'est élastique. Donc les gens se contentent de ce qui est plus disponible et souvent moins cher. Peut-être la couche, la superstructure de la société qui ont les grands moyens peuvent commander ce qui consomment des États-Unis et de la France. Mais pour le commun du mortel, ils se contentent de ce qui est plus disponible et moins cher. Mais moi, je pense que c'est vrai. Il y a des produits phares, des productions essentielles qui ne sont pas transformées chez nous, qui sont transformées ailleurs. Je suis d'accord. Il y a aussi des périodes de production où les produits ne sont pas sécurisés, ne sont pas transformés. Donc, se détériorent comme ça dans la nature. Des efforts à fournir à ce niveau, d'accord. Sinon, je n'ai pas vu sur un marché le thon malien préparé qui n'est pas acheté. Je n'ai pas vu sur un marché le couscous malien préparé qui n'est pas acheté. Je n'ai pas vu que les gens n'achètent pas notre riz de Nyono. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali n'a pas fait d'études. Depuis notre recadrage dans nos missions, depuis quelques mois, nous avons appelé tous les acteurs économiques à Ségou, dans un forum. Les collectivités, les opérateurs économiques, les partenaires au développement, les autorités. Nous avons appelé tout le monde. Nous avons diagnostiqué nous-mêmes cette situation. Ce n'est pas parce que nous ne voulons pas ce que nous produisons, mais c'est parce qu'il faut aussi rendre plus disponible ce que nous produisons, renforcer la productivité chez nous. Quand on produit, sécuriser cette production, la transformer pour la bonne consommation chez nous et ailleurs. Voilà ce que nous avons vu. Le Malien n'est pas complexé de sa personne, de sa maliénité. Nous sommes fiers de ça. Mais il s'agit de renforcer ce que nous faisons en termes de production,
en termes de sécurisation de ces produits, en termes de transformation de ces produits et en termes de promotion de la consommation de ces produits. Nous sommes sur cette lancée et je pense que les autorités actuelles sont aussi, ils ont d'ailleurs pris le devant, que ce soit le président de la transition, que ce soit le chef de gouvernement, que ce soit les ministres sectoriels. Ils ont pris le devant. Et je pense que la promotion des produits ou bien les mesures prises pour l'augmentation de la productivité chez nous ne font pas d'ombre de question aujourd'hui. Donc, en vue de la promotion, nous avons organisé courant le mois du consommé local institué par l'UEMOA le mois d'octobre. Nous avons organisé la semaine commerciale du Mali pour mettre l'accent sur nos produits. C'est vrai, nous n'avons pas fermé aux autres produits, parce que qui dit Chambre de commerce et d'industrie du Mali dit représentation aussi des secteurs du commerce, de l'industrie et des services. Donc, nous ne pouvons pas prendre des mesures tout d'un coup et fermer aux autres. Voilà, nous avons fait une ouverture aux autres produits, mais nous avons mis l'accent sur les produits locaux, les produits transformés, venant de chez nous, transformés chez nous. Et il y a une bonne partie qui ont bénéficié d'ailleurs des stands subventionnés. Alors, pour en venir, moi je pense que il faut voir la tendance entre le commerçant et l'industriel, entre le commerçant et le producteur à la base. J'ai dit tantôt que le Mali était un pays de production, mais ne pas aussi oublier que le Mali est un pays de commerçants, de djoula. Certains disent djoura. Et j'allais en venir. Voilà. Si je me trompe, vous allez me corriger. On dit souvent que le commerce est libéral. Le Mali, pays de djoula, de commerçants, on est connu par notre commerce à part le monde et partout. Les Maliens sont des grands commerçants. Est-ce que dans cette libéralité du commerce, et au même moment, nous faisons le consommer malien également, à un moment, on ne peut pas dire qu'il y a une manque de connexion, ou il y a une ou pratiquement pas d'interconnexion entre les deux? Non. Quand je dis que nous consommons ce que nous avons chez nous, nous ne refusons pas ce que nous avons chez nous. Parce qu'au fait, nous ne refusons pas. Mais si tu prends par exemple la zone de Sikasso, ou bien certaines zones de production des fruits, en période de fruits, les fruits pourrissent sur la zone. Parce que la production n'est pas sécurisée, elle n'est pas transformée. Donc ça pourrit. Et 1 mois, 2 mois après, tu cherches le même fruit, en vain, tu ne l'as pas. Mais en faisant la tendance, en tenant compte de la tendance entre le commerçant et l'industriel, nous savons tous que la production a un coût. Il y a les facteurs de production qui sont élevés chez nous. Alors, le commerçant qui part chercher ses produits, qui vient les écouler et qui tient compte de sa marge bénéficiaire, arrivé à un certain niveau, doit penser à investir, ne serait-ce que dans son propre domaine. Si vous importez l'eau, disons l'eau, ou bien le riz transformé, arrivé à un certain moment, avec une certaine capacité, pourquoi ne pas penser à améliorer la production de cette matière ici, le riz, et le transformer? Voilà ce que je veux dire. Sinon, il y a lieu de tenir compte de ces facteurs et de mettre l'accent sur le renforcement des producteurs à la base. Encourager le commerçant, quand il atteint un certain niveau, à aller vers l'investissement. Qu'il renforce l'investissement, qu'il renforce le secteur de la production, ne serait-ce que dans son profil, le produit qu'il connaît. Voilà. Sinon, moi, je pense que nous sommes vraiment fiers de notre malianité, nous sommes fiers de consommer ce que nous avons chez nous. Mais il faut augmenter la production, il faut sécuriser la production, il faut transformer, mais il faut aussi plus de mesures d'accompagnement pour promouvoir nos produits, pour booster
leur consommation chez nous et pourquoi pas ailleurs. Voilà notre lecture de la chose. Georges Djodji, il a parlé tantôt des entraves à la consommation du Made in Mali, notamment de la disponibilité de certains produits, surtout l'exemple des fruits durant toutes les saisons, la transformation également. Est-ce que, surtout s'agissant toujours de ces entraves-là, la qualité de ces produits est très souvent dénoncée, le consommateur malien? Certains dénoncent la qualité et surtout le coût exorbitant. Par exemple, on va parler du cas du tissu Bogola où on va dire aujourd'hui, on fait la valorisation des produits, des tissus maliens, mais tu vas trouver que ce même Bogola le prix n'est pas à la portée de tous. Oui. Donc, est-ce que ce ne sont pas également des choses à prendre en compte également pour un peu booster ce secteur-là? Réellement, et vous avez touché du doigt un de nos combats, la compétitivité des produits est transformée localement. Et sur ce point, j'aimerais quand même saluer le travail formidable qu'a fait un certain M. Malé, qui est le président de la Fédération nationale des transformateurs agroalimentaires. Et avant d'avancer, je reviens sur un point, M. Sanogo. Parler de complexe au niveau des produits venus de l'extérieur et au niveau de nos produits, ce challenge de complet n'est pas lié à la maliénité. Tout le monde est fier de... Il y a des panafricains qui dépigmentent la peau, hein, qui se dépigmentent la peau. La personne est panafricaine, mais la personne a un souci avec sa peau. Et prend le produit, mais il est profondément panafricain. Et ce n'est pas... Nous parlons même en termes de promotion de nos produits, de patriotisme économique. La semaine citoyenne. Enfin, entre deux produits de même niveau de qualité, le choix est vite fait. Je préfère le produit de mon pays. Maintenant, le challenge du coût. Aujourd'hui, il y a 5 ans de cela, les boissons locales transformées ici se vendaient à 500 francs. Et dans les boutiques, les boissons en bouteille étaient à 200, 250 francs. Quelqu'un qui veut promouvoir les produits de son pays, il a un événement, le mariage. Il veut commander 1000 bouteilles. Les produits locaux, ça lui fait au bas mot, si on lui fait la réduction à 450 francs, ça lui fait 450 000. Et quand il va vers les produits venus de l'extérieur, ça lui fait moins que ce prix-là. Donc le gros challenge, convergence, qualité et prix. Donc on est arrivé à revoir un peu le coût de la production, la maîtrise parfaite du coût de production qui fait qu'aujourd'hui, on a pu démontrer que quelqu'un qui a fait les produits naturels, transformés localement, le dard, la mangue, tout zéguené, tout ça, il peut arriver à vendre à 250 francs en gros et 300 francs chez le détaillant. Ce qui ramène ce produit naturel, transformé localement, au même niveau de prix que la boisson qu'on trouve dans les plastiques au niveau du petit boutiquier. Donc, en ce moment, tu n'as plus de raison de dire que c'est trop cher. Et ce travail doit se faire dans le domaine du tissage de nos pagnes aussi. Parce que tout le monde veut avoir cette orientation, cette fibre patriotique et choisir les pagnes, les tissus locaux. Mais le prix fait que tout de suite, le Chinois met sur le marché les mêmes motifs, les mêmes designs, mais à un coût imbattable. Donc maintenant, il faut accompagner, faire la sensibilisation et travailler sur la maîtrise, faire des commandes groupées. Quelle matière première coûte cher dans le processus de production? Si vous arrivez à identifier cette matière première, comment on peut faire pour réduire le coût? Est-ce qu'on fait un groupement d'achat où tous ceux qui sont dans le même avion, dans le même secteur, ils amènent leur petit 300 000, 300 000, 300 000, on regroupe, qu'on fasse la commande en gros à 30 millions et ça vient, chacun prend sa part pour rentrer dans le processus de sa production. Donc ces réflexions sont là, c'est pour cela que nous réunissons ces jeunes acteurs en réseau. Aujourd'hui, nous avons 7 réseaux
de jeunes acteurs de l'agro-business. Et ils doivent maintenant penser synergie collaborative, synergie d'action, co-entrepreneuriat. Dans un quartier, transformateur agroalimentaire. Mais maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble dans le cadre d'un GIE? Mutualiser les moyens. Utiliser les mêmes équipements agroalimentaires. Si aujourd'hui, moi, j'arrive à investir dans un équipement qui coûte 7 millions, il faudrait que dans le cadre du réseau, si j'ai 30 membres dans le réseau, que cet équipement de 7 millions serve mutuellement à ces 30 acteurs et que nous trouvons les moyens d'exporter sur le marché, d'organiser les mêmes choses. C'est tout ce challenge. Donc, ils ont besoin d'accompagnement, ces acteurs. La volonté est déjà là. L'État a déjà donné le top. Et déjà, rien qu'à voir l'habillement au CNT, formidablement, nos honorables députés, quand ils s'habillent, tu es content. Le président le fait. Le Premier ministre, c'est l'ambassadeur. Mais maintenant, la conscience est là. La volonté est là. Maintenant, techniquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai connu le Mali de Kanadjigila à la CI 2000. Tu pouvais trouver une trentaine de vendeuses de fourou-fourou. Mais aujourd'hui, on refait le même trajet. Tu vas en trouver à peine 5. Parce que quoi? Parce qu'au même moment, il y a beaucoup de pâtisseries qui se sont développées. Comment introduire le fourou-fourou? Faire des ateliers avec les cuisiniers et voir les étapes, comment on peut améliorer ce fourou-fourou, comment on peut faire le fourou-fourou à base d'huile, pas trop gâté, comment arriver à réduire la quantité d'huile dans comment on appelle ça là, le chou fourou-fourou, le truc qui est très formidable, le fourou-fourou d'haricots. Mais tout le monde en raffole, tu mets ça dans un atelier, tout le monde aime. Tous ces prétendus et civilisés qui vont prendre du croissant, du pâté, du pain au chocolat. Quand tu sors ça dans un atelier, tout le monde aime. Ils ont la nostalgie de ça. Mais il faut juste former les gens qu'ils maîtrisent les bons process de production et développer un peu. On aimerait que les emballages soient vraiment accessibles. C'est pas parce qu'on n'aime pas ou qu'on... C'est surtout cette question qui revient, c'est la question du coût. Une boisson, par exemple, l'exemple que vous avez donné, la boisson de 250 francs que je peux acheter, la bouteille à 200-250 francs en quantité pour un mariage, je vais voir quelqu'un qui fait du transformé local, fais-moi du jus de bissap, du gingembre. Et généralement, la bouteille, c'est 500 francs, 600 francs. C'est encore plus exorbitant. Maintenant, c'est réglé, c'est 300 francs maintenant. Et toujours consommer, vous voyez non, que ça ne répond toujours pas. Consommer malien qui est toujours au-dessus du produit exporté. C'est vrai, c'est un véritable souci, mais c'est réglé maintenant. Il y a une convention au niveau de la FENATRA qui demande à tous les membres de la Fédération nationale des transformateurs agroalimentaires de ne pas dépasser 300 francs parce qu'il y a les études du coût de production avec des démonstrations qui ont montré qu'avec 300 francs, le produit est compétitif et que c'est rentable. Monsieur Sanogo, quel est aujourd'hui l'état de valorisation des produits locaux face aux produits importés? Bon, je pense qu'à ce niveau, nous avons beaucoup à faire. La question des normes et qualité, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup. Et le fourou-fourou dont mon cher Georges parle, c'est vrai, nous connaissons. Lui, c'est Kanadjigila. Moi, je suis de Boyan, de l'arrondissement de Dioula, maintenant région de Dioula, à 33 km derrière Dioula. Donc nous connaissons ça. C'est-à-dire la femme qui fait le fourou-fourou aujourd'hui et qui a plié les poêles, si tu lui poses la question, pourquoi elle n'est pas au bord du goudron, elle ne dira pas que ce n'est pas consommé, elle dira que l'huile, le beurre de karité est devenu cher. Je n'ai pas ça. Je n'ai pas le maïs. Je n'ai pas le haricot. Voilà. Elle n'a pas sa matière première. Et c'est pour cela que moi, je pense qu'il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la production. Il faut augmenter la production de tous ces produits. Tout. Moi, j'ai travaillé en 2005 sur le programme AGOA. La facilitation de nos exportations de certains produits vers les États-Unis. Alors, quand nous avons terminé de mettre en place le certificat d'origine AGOA,
nous avons choisi un produit pilote. C'était les pochettes. Les pochettes des femmes là, en tissu local. Bokolan ou cotonnade simple. Nous avons lancé la commande pour 30 000. Ouais, nous n'avons pas pu avoir. Nous n'avons pas pu. Vous avez lancé la commande comment? À artisanat, auprès des artisans et les tailleurs. Nous n'avons pas pu. Je n'ai pas compris. 30 000 francs chaque pochette? Non, 30 000 pochettes. Comment avoir 30 000 pochettes de même taille, de même nature? Et personne, vous n'avez pas eu quelqu'un qui pouvait accomplir ce marché-là? Ils se sont mis tous ensemble, mais vous allez voir le même tailleur qui amène 10 pochettes et il y a au moins 8 qui ne sont pas les mêmes. Voyez. Donc, il faudrait que nous travaillions... Qui était votre interlocuteur? Parce qu'il y a la chambre régionale des métiers qui peut te lever la main comme ça et te trouver plus de 1000 couturiers qualifiés au Mali et on leur donne les spécificités techniques et ils le font. Mais apparemment, dans ce qu'il vient de dire, c'est pas... Ça, c'est maintenant. On a fait... Récemment, il y a eu des commandes de masques qui ont été lancées. Là, il y a eu les normes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'était en 2005. C'était en 2005. Alors, les questions des normes et qualité sont toujours d'actualité. Il faut travailler à cela. Mais quand on revient à la question du coût de production, vous allez voir que l'importateur qui va importer la casquette là de la Chine, il a importé une bonne fois. Mais vous allez aussi voir la personne qui veut produire les casquettes ici, il a peut-être besoin d'une matière secondaire qu'il importe lui aussi, dans des conditions difficiles. Ça joue sur le coût de la production. D'où la mutualisation. Les facteurs de production. Donc, tout ça, ça entre dedans. C'est ce qui fait que souvent, quand c'est produit chez nous, les gens sont étonnés de voir que ça se vend plus cher que si c'est importé tout simplement. Prenons le cas du ciment. Le cas du ciment, il y a principalement deux types d'usines de cimenterie. Le plus facile, c'est les usines de broyage, c'est-à-dire prendre nos pierres, les calcaires ici, et les broyer à haute température et faire du ciment. L'autre est plus composé et donc il y a un produit principal, le clinker, qui est importé. L'opérateur qui importe le clinker, il importe dans des conditions aussi difficiles que l'importateur qui importe le ciment fini. Donc s'il vient, il produit son ciment ici, composé comme selon le process que je viens de dire, il y a de fortes chances qu'il vende plus cher que celui qui a tout simplement importé. Voilà pourquoi, en tout cas moi, les conclusions du forum de Ségou ont mis l'accent sur la productivité. Il faut booster la productivité. Et booster cette productivité-là peut passer par quoi? Que les commerçants deviennent investisseurs, qu'ils entrent dans des projets d'investissement, grossir le nombre des producteurs, que le producteur à la base se sente aussi opérateur économique. Moi, prenons le village, une famille qui produit au village. La famille ne tient pas compte de la main-d'œuvre engagée dans le champ. C'est les bras valides, tous les bras valides qui viennent, qui produisent, et voilà, on mange tout. Mais ce calcul économique n'est pas effectué. Alors nous avons telle surface. Pour rentabiliser cette surface, et que nous-mêmes qui sommes dans cette production, nous nous en sortions et améliorer, augmenter notre développement, qu'est-ce qu'il faut? Ils ne font pas ce calcul. Vous allez voir 10 membres de la famille, 20 membres de la famille sur 20 hectares et la réussite n'est pas au rendez-vous parce que les bonnes mesures n'ont pas été prises. Alors, nous pensons que, en plus du fait que les commerçants qui sont à un certain niveau s'engagent dans des projets d'investissement, il faudrait aussi que nos producteurs, si petits,
soient-ils, se sentent aussi acteurs de l'économie, raisonnés opérateurs économiques, afin que la production soit améliorée, afin que la production soit protégée et qu'on aille vers la promotion de ces productions, qu'on les consomme plus à l'aise chez nous et qu'on aille vers la conquête du marché sous-régional, régional et international. Voilà notre lecture de la chose. Monsieur Sanogo, gardez la parole. Au Mali, généralement, on exporte quelle quantité de produits et quoi surtout? Généralement pour l'exportation. J'ai dit tantôt que je n'aime pas entrer dans les statistiques qui ne sont pas souvent fiables. Mais prenons notre coton, ça c'est l'exportation. Nous ne transformons pas les 2% de notre coton. Prenons notre besoin en ciment. Nous n'avons pas les 4/5 des besoins. Nous sommes loin de là. Alors que nous sommes un pays en construction à tous les niveaux. Prenons le lait. Notre production du lait n'est pas du tout organisée. Alors celui qui parle de lait en poudre parle directement importation. Voilà des exemples qui sont assez édifiants. Et quand vous prenez un produit, en tout cas de première nécessité, difficilement vous allez trouver que ce produit existe chez nous et comble nos besoins, même à 80%. C'est très difficile. Ça veut dire que nous sommes beaucoup rattachés à l'importation. Et nous avons tiré les leçons des différentes crises. Notre pays a subi, je l'ai dit tantôt, un terrorisme économique. Nous avons tiré les leçons de ces crises et nous pensons que nous devons être moins dépendants de l'extérieur. Voilà la dynamique dans laquelle les autorités se trouvent et dans laquelle la Chambre de commerce et d'industrie se trouve. Moins dépendre de l'extérieur, est-ce équivaut à dire qu'aujourd'hui au Mali, il existe une politique de développement axée sur les entreprises? Oui. Oui, les initiatives se prennent. Par exemple, avec la Chambre de commerce et d'industrie, je parle sous son contrôle, il y a l'APEX, Agence pour la promotion des exportations, ce qui fait un formidable travail. Et avant d'exporter, il faut produire. Et là, c'est un gros challenge. M. Sanogo a touché du doigt un souci réel et qui a fait qu'actuellement, même nous sommes en train de travailler avec les partenaires techniques et financiers. On a recensé 1700 EAF, les exploitations agricoles familiales. Parce que n'oublions pas que les grandes industries, les grandes entreprises que nous connaissons sont à 90% des entreprises familiales, que ce soit Mitsubishi, que ce soit les Enzo Saden, tout ça là c'est des entreprises familiales. Donc l'essence même de notre agriculture c'est quoi? C'est l'agriculture familiale, les grandes familles d'agriculteurs. Quand tu vas aujourd'hui, un travail qui se fait sur le grand Bamako, les familles productrices qui encerclent Bamako, Sanankoroba, Baguineda, Kati, Mandé, Samako, le tout. C'est eux qui fournissent le Mali en tout ce qui est produit de céréales, produits maraîchers. C'est eux qui fournissent le Bamako. Oui, et le Bamako. Mais il n'y a pas d'évolution. Depuis 50 ans, de la même manière que ces familles produisent, il n'y a eu que très peu de changements avec beaucoup d'introduction d'engrais chimiques. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une conscience. Donc, ces familles, il faut les recenser, il faut les former. Aujourd'hui, sur la 7 ceinture, nous avons recensé près de 1728. Et nous commençons déjà à les rendre visite, à les organiser. Et surtout, c'est important ce qu'il a dit, la formation à l'esprit d'entrepreneuriat agricole. Parce que moi, au-delà de cette initiative, je suis le coordinateur du PEAJ, qui est le projet entrepreneuriat agricole des jeunes. Et nous parlons de quels jeunes? Nous parlons de ces jeunes ruraux que si on ne fait rien pour eux, ils viendront pousser les katakatani à Bamako
ils deviendront des délinquants, ils deviendront des apprentis sautrament, ils vont se donner à la drogue. Donc, il faut vite prendre conscience que ces jeunes ont l'opportunité aujourd'hui d'avoir un gros marché. Près de 3 millions de Maliens sont bamakois. Au Mali, sur près de 21 millions de personnes, 23 millions sont bamakois. Et les familles, le grand Bamako qui encercle Bamako, ont un marché de 3000 bouches à nourrir. Mais pourquoi laisser Sanankoroba pour venir pousser conduire Katakatani à Bamako? C'est parce qu'on ne t'a pas ouvert les yeux sur les opportunités que tu as de se saisir rien que la période hivernale de produits. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'investissement. Tu te prépares seulement période hivernale, tu produis, tu as un marché. Tu transformes, tu as un marché. Donc, il faut connecter ces acteurs de la transformation agroalimentaire qui, généralement, sont à Bamako. Il faut les connecter aux jeunes qui sont dans les zones, qui sont des ruraux et qui produisent. Et il faut les former. Investir dans l'humain. Le Mali doit arrêter de préparer la route pour les jeunes. Il faut préparer les jeunes pour la route. Alors, il faut investir dans les jeunes. Permettez-moi de vous couper. La technique nous dit qu'il ne reste que 5 petites minutes pour clore cette émission. Le temps de vous allez garder la parole, ne vous inquiétez pas. La semaine citoyenne pour la consommation des produits Made in Mali est en cours. Quel est l'objectif derrière cet événement? L'objectif, il est très simple. Booster la consommation locale et contribuer au développement socio-économique de ces jeunes acteurs et valoriser nos produits et, in fine, régler un peu ce déficit que le Mali a en termes de balance commerciale. Parce que si ces jeunes arrivent à suivre des formations sur les normes qualité, il parlait tantôt de l'AGOA, comment transformer ces produits et aller à la conquête du monde, la balance commerciale du Mali, qui est terriblement déficitaire, va s'améliorer. Il y aura de la valeur ajoutée économique et il y aura une fierté et du patriotisme économique. C'est tout simplement ça, créer de l'emploi pour les jeunes. Les attentes et les avantages pour les exposants durant cette rencontre-là? D'abord, c'est du street marketing. Depuis, nous essayons de sillonner tout Bamako de rue. Oui. Voilà. Donc, c'est beaucoup de sonos, des marionnettistes, des échassiers, des danseurs, la musique et une trentaine de jeunes habillés en t-shirt qui ont leurs produits, qui vont à la rencontre. Et ça se passe où? Ça se passe dans les rues? Oui, dans les rues. Nous sommes des fois au hall de Bamako, des fois à la cité administrative, des fois au truc là, à la sortie de Bamako sur l'autre sens, la Tour d'Afrique. Donc, aller à la rencontre parce que nous ciblons là, au droit où il y a l'embouteillage. Donc, la personne n'est pas très énervé parce que la personne est déjà bloquée en embouteillage et c'est en ce moment tu l'approches poliment, bien habillé et tu présentes les produits et tu leur donnes la dégustation parce que nous boostons la dégustation et tout de suite on va vous forcer à déguster nos produits locaux. 30 secondes pour chacun pour clore cette émission. Monsieur Sanogo, je commencerai par vous. Ces genres d'événements comme les foires d'exposition, les salons qui sont généralement organisés avec l'apport de la Chambre de commerce et d'industrie, est-ce qu'ils permettent réellement, vous avez des retombées après pour dire que ces événements contribuent réellement à la promotion du Made in Mali? Les retombées sont surtout promotionnelles. Sinon, la Chambre n'a pas forcément de retombées pécuniaires, mais nous faisons ça pour nos acteurs. Si nous avons organisé la semaine commerciale au Parc des Expositions aujourd'hui, du 14 au 29 octobre, c'est pour promouvoir nos produits locaux et ouvrir un cadre de commerce propre, assaini, sécurisé, et pour les acteurs du commerce et pour la population. Et nous pensons que les acteurs sont déjà présents au Parc des Expositions que les gens appellent FEBAC. Nous appelons la population à visiter.
Je suis d'accord de la stratégie marketing proposée par la Semaine citoyenne, c'est-à-dire aller à l'encontre des citoyens, et même en circulation, et surtout profiter des embouteillages. Nous sommes dans une ville où il y a beaucoup d'embouteillages. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et surtout, ça permet de faire connaître les produits. Nous sommes beaucoup plus formels parce que nous sommes un établissement public et nous sommes dans nos missions. Merci beaucoup, M. Sanogo. La dernière intervention pour vous, Georges. Les retombées de ce genre d'événements. Ah ouais, les retombées, c'est d'abord mettre vraiment les produits locaux au cœur de notre démarche de consommation et avoir le réflexe de consommer local et introduire, parce que nous faisons beaucoup de plaidoyer, introduire nos produits dans les meilleurs hôtels de Bamako, les meilleurs restaurants de Bamako, pour que demain, si Mariam Maïga va à l'hôtel dans un grand hôtel et demande à manger du fakoi, du thon avec gants, que les cuisiniers ne te trouvent pas bizarre. Merci beaucoup et c'est sur vos mots que va prendre fin cette émission du Grand Dialogue présentée par Mariam Maïga. L'émission a été réalisée par Mariam Koulibaly. Grand merci à nos invités, Mahamadou Sanogo, secrétaire général de la Chambre d'industrie et de commerce du Mali, Georges Djodji Akidbodé, expert en employabilité. À la régie son et vidéo, il y avait Adjaratou Traoré et Ibrahim Sanogo. Merci à toutes et à tous et on se donne un rendez-vous pour une prochaine fois.